Ciao la créative. Ça y est, les vacances d'été commencent. C'est souvent le moment où on se pose sur des projets qu'on n'a jamais le temps de faire. Et parmi ces projets, l'écriture est régulièrement dans le top 5. Ça te parle? Alors prépare-toi un bon cocktail ou mocktail, prends ton carnet préféré et un stylo, parce qu'on va parler de l'écriture dans tous ses états. Éditrice depuis 15 ans, j'ai accompagné des centaines d'auteurs. Je vais donc te confier les secrets de la publication d'un livre. J'ai eu aussi le plaisir d'interviewer des autrices de talent, de fiction et de non-fiction, qui te partageront sans filtre leur expérience. Bref, tu l'auras compris, cet été, tu écris pour prendre plaisir à créer autrement, et pourquoi pas pour réaliser le projet qui dort au fond de ton esprit ou de ton tiroir. Si tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi. Et si tu as aimé, tu peux mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi venir échanger avec moi sur Instagram, storia.mimosa. Retrouve-moi tous les lundis à 16h pour un bel été créatif. Ciao les créatifs! Dans cet épisode en 2 parties, la seconde sort lundi prochain, j'interview Manon Gaillet. Entrepreneuse aux multicasquettes, elle est aussi autrice multicasquette, puisqu'elle a déjà écrit plusieurs ouvrages de non-fiction, des guides touristiques et des livres de développement personnel. Et elle rédige actuellement un roman, une nouvelle étape de sa vie d'autrice. Dans cette première partie, Manon va nous partager son expérience d'autrice et de co-autrice de non-fiction. Quelles sont les contraintes et les avantages d'écrire à plusieurs? Comment ses projets sont arrivés à elle? De quelle manière a-t-elle travaillé sur l'écriture de ses livres? Quels impacts ont pu avoir les différents acteurs de la maison d'édition sur le projet final? Elle nous partage sans filtre les joies et les déboires de l'écriture d'un livre de non-fiction. Je vous souhaite une belle écoute créative. Bonjour Manon, comment vas-tu? Bonjour Carole, ça va bien et toi? Ça va super, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ces épisodes hors série sur l'écriture. J'ai vraiment hâte que tu partages ton expérience qui est quand même assez riche. Tu vas nous raconter ton parcours, tu nous parles un petit peu de tout ce que tu as pu écrire, particulièrement de la non-fiction. On va expliquer un peu tout ça aux auditrices qui nous écoutent. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir et déjà un grand merci pour ton invitation. Je suis ravie de pouvoir parler de mon sujet de cœur sur un podcast dédié, donc merci pour ça. Je suis Manon Gaillet, j'aime à dire que je suis slasheuse, je n'aime plus dire mon métier en préambule parce qu'en fait j'ai plusieurs métiers, donc c'est toujours délicat pour moi de me positionner sur un seul. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le slashing? J'ai plusieurs casquettes. D'abord je suis journaliste de formation, puisque l'écriture c'est quand même ma passion première et je pense que ça restera toujours la numéro 1. Donc journaliste de formation, je suis ensuite devenue coach certifiée, j'accompagne des personnes qui sont en reconversion et en création d'entreprise, et je suis aussi autrice, formatrice, podcasteuse à mes heures perdues, enfin voilà, je fais tout un tas de choses, mais toujours autour de ce qui m'anime, à savoir le contact humain, la relation humaine, la mise en relation, et puis évidemment les mots, puisque les mots, ça reste l'essentiel de ce qui m'anime. Bon, et ben donc, tu es l'invitée parfaite pour ce podcast. C'est super. Et ben alors donc, on va rentrer dans le vif du sujet, l'écriture. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, quel type de livre tu as déjà écrit et publié? Oui, alors il y a 2 types principaux de livres que j'ai déjà publiés et qui étaient en fait, des coécritures. Les tout premiers, c'était des guides touristiques sur la région Île-de-France, parce que l'un des sujets aussi que j'ai à cœur de défendre, notamment dans mes articles de presse, c'est le tourisme de proximité. Donc ça s'y prêtait bien. Donc j'ai participé à plusieurs guides touristiques pour promouvoir la région, et notamment sortir de Paris et faire sortir les Parisiens de Paris. C'était un peu mon pari. Et puis d'autre part, des livres plutôt développement personnel, reconversion professionnelle, et là encore c'était des coécritures, avec notamment le livre Postadem qui est paru aux éditions Erol il y a quelques années maintenant, Mmh. et un autre livre que j'ai écrit cette fois-ci en solo qui s'appelle S'affirmer au travail et qui est paru cette fois-ci chez Mango Society, édition Mango. Donc voilà, 2 types radicalement différents, donc déjà c'était assez intéressant d'avoir ces 2 expériences, et puis aussi de pouvoir Mmh. expérimenter la coécriture, parce que je sais pas pour toi, mais pendant très longtemps j'avais un peu cette vision de l'écrivain ou de l'auteur, de l'autrice, un peu tout seul dans son coin, qui doit être dans sa grotte Oui. pour écrire, et en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant de venir à l'écriture par la coécriture, puisque j'ai commencé comme ça. Le livre solo il arrivait un peu après. Donc voilà, c'était hyper intéressant d'avoir ces différentes expériences. Transition parfaite. Dis-moi justement, la coécriture, comment ça se passe? Comment est-ce que, bah, tu arrives à te coordonner avec tes co-auteurs? Qui écrit quoi? Est-ce qu'il y a une personne qui écrit, l'autre qui vient juste ajouter des petits éléments? Est-ce que chacun a ses parties? Peut-être qu'il y a eu différentes façons de coécrire. Alors, dis un peu comment ça a pu se passer sur tes projets?
Alors sur la partie guide touristique, j'avais vraiment mes parties, donc là, c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'interaction, tu vois, entre auteurs et autrices. Mmh. Donc là, pour le coup, j'étais plutôt, voilà, en mode reportage. C'est bien, c'était un truc hybride entre journalisme et écriture, donc c'était assez intéressant. Donc là, c'était vraiment produire sa partie, tu as un certain nombre d'adresses à aller visiter et donc du coup à voilà, après à synthétiser en assez peu de mots, mais pour que, ça puisse rentrer dans le livre. Donc là, c'était vraiment je pense que ça se rapprochait plus de l'expérience classique où tu fais l'expérience d'être seul devant ton ordi et de devoir raconter Mmh. un truc. Donc ça, c'était pour la partie guide touristique. Pour la partie non-fiction, développement personnel sur le livre Post-Adem, là, c'était vraiment hyper intéressant parce que justement, on a toutes mis la main à la pâte. On était trois co-autrices. C'est d'abord Charlotte Apieto qui était à l'impulsion du livre et qui avait écrit une grosse partie du livre. Mmh. Et en fait, arrivée aux 2/3, 3/4, elle avait vraiment du mal à finir le livre, à le restructurer, etc. Donc au début, on était plutôt arrivés avec Marion Levillan en soutien pour avoir un œil extérieur justement et pour l'aider à accoucher de ce qui manquait sur le Ouais. livre. Et en fait, au fur et à mesure, on a vraiment mis la main à la pâte, on a écrit des parties entières du livre, on a réécrit certains aspects, on a essayé d'harmoniser nos 3 styles d'écriture parce Mmh. qu'on n'écrit pas du tout de la même façon. Donc ça aussi, c'était un vrai enjeu d'essayer de trouver un truc un peu commun. Et là, c'était vraiment super riche de pouvoir échanger sur ce qui avait été fait, du coup inventer la suite à partir de ce qui avait déjà été fait, mais en mettant 3 cerveaux au lieu d'un. Donc là, c'était vraiment hyper riche et de pouvoir aussi exprimer un peu chacune nos spécificités parce que ça, c'était assez intéressant dans les Mmh. parties qui restaient finalement. C'était souvent les parties qui faisaient partie de nos domaines d'expérience et d'expertise avec Marion. Donc ça, c'était hyper intéressant de pouvoir aussi apporter notre approche, toujours en se coulant dans l'écriture commune, mais en mettant aussi notre patte et en pouvant apporter nos propres expériences. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant aussi de travailler à 3. Je pensais que ça allait être un peu le bazar, voilà, que ça allait pas forcément être facile. En plus, c'était un premier livre pour chacune sur ce format-là, sur ces Ouais. sujets-là, etc. Donc bon, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et en fait, ça s'est passé de manière hyper fluide. Donc je suis hyper reconnaissante pour cette opportunité parce que voilà, ça n'a pas toujours été Mmh. simple dans le processus, il y a des hauts et des bas, mais globalement, voilà, c'était une super expérience. Bon, moi, je l'ai lu le bouquin, donc c'est vrai qu'il y a des encadrés où on sait vraiment qui a écrit. Donc là, pour le coup, il y avait peut-être plus de on va dire de liberté de ton, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, chacune pouvait avoir le ton qu'elle, plus ou moins qu'elle voulait. Mais donc pour la partie, commune, comment vous avez fait? Question assez difficile là que je suis en train de poser. Ce que tu disais sur, arriver à avoir, un livre à la fin qui garde une unité quand même dans le ton, comment est-ce que, vous avez réussi à travailler ça? Bah, comme je te le disais, du coup précédemment, c'est vrai que Charlotte avait déjà écrit une importante partie du livre. Enfin, elle avait vraiment quasiment, tout, puis elle avait quand même bien structuré le propos et cetera. Donc ça a déjà aidé aussi à voir quelle Ouais. était la direction qu'elle voulait donner au livre et donc du coup de pouvoir lire aussi ce qu'elle avait écrit, tu vois? Pour pouvoir a Mmh. adopter un peu son style aussi. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaillait toutes les 3 ensemble à l'époque, donc forcément on était dans les mêmes sujets. On Mmh. avait une approche commune et donc du coup, même la méthode, les différents outils, en fait, on les connaissait par cœur aussi avec Marion, donc c'est vrai que c'était assez facile pour nous de se couler à la fois dans le style d'écriture de Charlotte parce que, voilà, on connaissait ses formations, on connaissait ses contenus, donc voilà, forcément, il y a aussi des Ouais. choses qui reviennent de manière récurrente. Et après, ce qui a été aussi intéressant, et c'est le troisième point, c'est que ça a été vraiment une interaction, c'est-à-dire que Charlotte a été hyper ouverte et chacune a été hyper ouverte justement à faire challenger sa propre écriture et du coup à essayer voilà, d'arriver à un truc assez harmonieux à la fin. Donc ça, c'était assez intéressant. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai une écriture qui va être assez incisive. Je vais écrire de manière très ramassée parce que école de journalisme qui m'a un peu qui m'a un peu formatée. Voilà, il faut écrire de la news, donc forcément, on va pas faire des grandes phrases et des grands envolées Ouais. lyriques. On va plutôt aller droit à l'essentiel. Tandis que Marion, elle avait une écriture beaucoup plus poétique, où c'était plus habillé en termes de phrases, etc. Donc voilà, c'était intéressant du coup de confronter tout ça et d'être 3 en fait. Il y en a toujours une qui est juge de paix in fine, et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet voilà de faire une espèce de moyenne de tout ça et Mmh. d'en ressortir quelque chose qui à la fois nous ressemble à toutes les 3 et en même temps me permet de parler d'une voix commune. Ouais, d'accord. Alors du coup, est-ce que maintenant tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé quand tu es passée à l'écriture seule et que, tu as fait, ton livre chez Mango? Alors déjà cette opportunité est tombée du ciel. C'est assez bizarre de dire ça, mais je m'attendais pas du tout. En fait, c'était pas du tout une démarche de ma part. J'étais plutôt partie, en fait, pour, commencer à écrire un livre de fiction, pour le coup, OK. et il se trouve que, une consoeur, journaliste me contacte un jour et me dit: «Bah, voilà, j'ai donné ton nom à une éditrice parce qu'elle recherche une autrice,
moi je suis pas dispo et de toute façon ça m'intéresse pas trop ce sujet, je l'ai déjà un peu abordé par ailleurs, je suis déjà dans autre chose, donc en gros je vais donner Mmh. ton nom, ça me paraît pertinent pour toi, donc vas-y. Donc ça commence comme ça. Donc déjà je ne sais pas trop de quoi il s'agit, je connais pas le Ouais. format, je sais pas quel est vraiment le sujet, voilà, je me pointe un peu, bonjour, enchantée. Donc ça c'est un peu pour le contexte du livre. Et ensuite, comment ça se passe? Bah, ça se passe assez facilement, j'ai envie de dire. Ouais, c'était Mmh. assez fluide. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé un sujet et après, j'avais un peu champ libre sur la façon de le traiter. Le seul impératif que j'avais, c'est que c'était pas un livre comme les autres, c'était plutôt un cahier pratique, OK. avec des fiches détachables, le fait que les gens puissent écrire dessus, on puisse gribouiller le livre et ça, c'était un truc qui était aussi important pour moi. J'en avais un Mmh. peu marre des livres de dev perso qui font 350 pages, tu lis et puis, en Mmh. fait, tu vas rien en apprendre et rien en tirer parce que tu l'as juste lu et tu n'as pas Ouais. expérimenté ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'était chouette d'avoir un truc aussi un peu ludique. Après, dans le concret de l'écriture, bah, il y a eu des moments où c'était affreux parce que page blanche, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur ce sujet? Pourtant, c'était moi qui avais fait le sommaire, donc c'est moi qui avais fait le plan. Je savais pertinemment, voilà, que ça allait arriver ce sujet-là, mais bon, parfois, c'est gros blanc. Donc là, c'est dur, parce que, pour accoucher d'une Mmh. page, tu mets 3 heures, donc c'est extrêmement pénible. Et puis d'autres moments où c'est assez fluide parce que, voilà, tu tires un fil, il y a une idée qui est venue, tu te dis: «Tiens, c'est un peu brut, mais si je l'exploite, peut-être qu'il y a un truc sympa à faire». Métaphore affilée, des Mmh. comparaisons sympas pour justement qu'il y ait ce côté ludique. Donc, je dirais que globalement, ça a été assez simple, et l'écriture a été assez rapide parce que c'était pas un gros livre, donc ça m'a pas pris, en temps, ça n'a pas été énorme. En revanche, en réflexion, en charge mentale, je soupçonnais pas, en fait, ce qu'il y avait derrière et ce côté très pénible de se dire: Mmh. «Mais j'ai passé 3 heures, j'ai pondu une page. C'est pas normal. Qu'est-ce qui m'arrive?» Et vraiment ce côté un peu, du coup, syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire, si j'ai rien à raconter, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi je serais pertinente à parler de ce sujet alors que là j'ai un espèce de gros trou, gros trou noir qui m'a absorbé Mmh. toutes mes idées? Donc, ouais, et globalement ça a été, enrichissant parce que je pense qu'on apprend à se connaître aussi et à voir, à quel point on peut être résilient, persévérant, à arrêter d'idéaliser aussi le métier de l'écriture. Alors moi je Mmh. connaissais aussi du fait du journalisme, mais là c'est encore autre chose. Oui. Ça m'a confortée dans le fait que j'adore ça et ça ne sera pas la dernière expérience, mais qu'il faut avoir des méthodes de travail et je pense que ça, c'est vraiment un des messages qui est important à faire passer. Mmh. Contrairement aux anglo-saxons, pour lesquels, le métier d'écrivain, d'auteur, d'autrice, c'est un métier qui s'apprend à la fac et qu'on apprend en travaillant et non pas en attendant, l'idée, Ouais. qui va tomber du ciel. Ça, c'est l'image qu'on a Oui. un peu en France de l'auteur, l'autrice qui se lève un matin: «J'ai une superbe histoire à raconter, viens, je m'assois, je l'écris 350 pages Mmh. et je la publie». Ça se passe rarement comme ça. Donc ça m'a vraiment, ancrée dans cette réalité et oui, l'écriture, c'est du travail et si on accepte de poser ses fesses et de passer du temps, justement à travailler dessus, bah, ça finit par venir et à la fin, on a un beau livre dont on est content et c'est ça l'essentiel. Alors là, du coup, j'ai plein de questions différentes. Alors déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit vraiment à la fin. Tu parlais d'avoir, une méthode, d'écriture, ou en tout cas, voilà, des habitudes. Pour toi, ça a été quoi tes habitudes d'écriture? Qu'est-ce que tu as mis en place pour, bah, ne pas lâcher, comme tu dis, quand, tu es, 3 heures devant ta page blanche et que, ça vient pas? Alors je dirais que la première chose, ça a été de me dédier des temps. Ça faisait vraiment partie de l'agenda et c'était pas, quand il reste du temps, s'il reste du temps. Non, on se connaît tous. S'il reste du temps, quand il reste du temps, ça n'arrive jamais et puis on trouve toujours autre Mmh. chose à faire. Donc la première chose, ça a été de remettre des créneaux vraiment dans l'agenda Ouais. et de m'astreindre à me dire: «OK, il y a quelque chose qui est fait à la fin de la semaine». Alors soit je me suis fixé, je sais pas, ces 3 pages, soit je me suis fixé un nombre de mots, mais il y a toujours quelque chose que je peux Mmh. quantifier à la fin de la semaine pour me positionner et me dire: «Objectif atteint, objectif pas atteint». Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'était de se dire: «Même si c'est» et pardon, je vais être vulgaire, mais même si c'est merdique, je l'écris. Je préfère que ça soit écrit et peut-être que ça va m'aider à dérouler quelque chose derrière et que je vais pouvoir retravailler, je vais revenir dessus, mais je l'écris. Donc vraiment m'astreindre à pas rester comme Mmh. ça, bêtement devant ma page blanche et rien qui vient parce que tout ce qui me vient, bah, c'est nul, c'est pas assez bien dit, c'est non, en fait, je l'écris, peu importe et voilà et j'en fais un premier jet et de toute façon, c'est le but du premier Mmh. jet. Ça va être un peu crado, mais ce n'est pas grave et donc du coup, de s'astreindre vraiment à ce qu'il y ait quelque chose d'écrit pour pouvoir revenir dessus plus tard, pour le regarder avec un autre œil, pour, voilà, quand je suis dans une meilleure énergie, je peux revenir dessus et cetera. Donc je pense que c'est vraiment les 2 trucs qui m'ont le plus aidée Ouais. et je peux même pas dire la deadline de l'éditeur parce que mon éditrice a été vraiment géniale et elle m'a vraiment laissée en autonomie. Enfin, j'avais pas du tout de reporting à faire, c'est même moi qui lui donnais un peu des nouvelles: «Ça avance bien, t'inquiète pas, ça avance bien». Donc je peux même pas dire ça.
Mais voilà, c'est vraiment, le truc de découper, en tout cas de faire un peu un rétro-planning. Je me souviens qu'elle m'avait donné la date, à laquelle je devais rendre, la V1 complète du manuscrit et je m'étais dit: «OK, bah, je vais me faire un petit rétro-planning, j'ai tant de mois, devant moi, sachant que je fais, 35 trucs à côté. De manière raisonnable, qu'est-ce que je peux écrire chaque semaine, pour finir avec, 2 semaines d'avance, du coup avoir le temps de pouvoir relire tout ça à tête reposée et le lire tranquillement». Mmh. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait, voilà, bloquer dans l'agenda, des créneaux et m'astreindre à écrire même si ça doit être pourri, c'est pas grave, à la V2 ce sera meilleur. Oui, 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 ça je pense que c'est hyper important de le dire parce que, en fait, on n'écrit pas toujours, très bien du premier coup. Voilà, moi qui rédige souvent des pages à propos, généralement, je dis toujours ma première version, je sais toujours qu'il manque des choses, elle est jamais top et c'est pas grave. Après, on revient dessus, on retravaille et on finit par, trouver quelque chose qui nous convient. Je voulais aussi que tu nous dises un petit peu comment ça s'est passé justement avec ton éditrice. Comme tu disais, un peu l'image de l'auteur, tout seul qui écrit et puis envoie son manuscrit, c'est publié. Bon, bah, voilà, c'est pas tellement comme ça que ça se passe. L'éditeur, il est pas juste là pour vérifier les fautes d'orthographe et puis envoyer le manuscrit à l'impression. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Il y a une relation normalement qui se crée avec, l'auteur pour, avancer sur un projet. D'autant plus que là, tu nous as dit en fait, d'une certaine manière, on est venu te chercher parce qu'il y avait déjà une idée de la part de l'éditeur de faire un livre sur un sujet. Donc, comment ça s'est passé avec elle, pour, entrer dans la ligne éditoriale de la maison d'édition? Comprendre, à peu près le projet qu'elle voulait? Comment est-ce que tu as co-construit le projet et travaillé avec elle, les allers-retours entre, bah, les te ton 1er jet de manuscrit et cetera? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Alors je pense que la première chose qui a favorisé, la naissance de ce livre, c'est qu'avec l'éditrice, on était hyper raccord sur les valeurs. C'est-à-dire que c'était une maison d'édition, et notamment la collection, dans lequel ce livre s'insérait, qui était assez engagée, qui était sur des Ouais. sujets de société. Donc moi, je m'y retrouvais bien. C'est aussi un livre qui se voulait, ouvertement engagé, donc ça matchait bien aussi avec mes valeurs, avec mes engagements féministes. Donc je dirais que sur ça a été assez facile de voir où la collection allait et ce qu'il fallait mettre dedans. Après, ça a été plutôt des ajustements à la marge. Je pense notamment à l'écriture inclusive. C'était pas forcément un réflexe pour moi à l'époque, et en fait, avec ce livre, c'était, voilà, c'était un prérequis que Mmh. ça soit, vraiment, écrit de manière, inclusive. Et du coup, voilà, ça a été plus de prendre des réflexes d'écriture que je n'avais pas, pour écrire de manière la plus neutre possible, pour que ça soit, voilà, vraiment adressé à tous et à toutes. Donc je dirais que ça s'est plus fait sur ça, un peu à la marge. Après, ce qu'on s'était dit en termes de fonctionnement, c'est qu'elle apportait le sujet, je lui donnais mon interprétation de ce sujet-là avec un premier jet d'un plan. Une fois que le plan était validé, et il a été validé assez vite, Ouais. voilà, elle m'a demandé d'écrire un chapitre un peu test pour, tester justement mon écriture, mon approche, faire les ajustements en termes de ton, y aller un petit peu plus franchement, par Mmh exemple mh. sur de l'humour, sur des références un peu à la pop culture pour, rendre la chose un petit peu ludique. Et une fois que ça s'était fait, ben, voilà, elle m'a dit: «Écoute, rendez-vous, rendez-vous à la date dite pour me rendre le manuscrit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, évidemment, tu me contactes». Donc on a eu quelques échanges aller-retour, bah, pour faire un peu le point, savoir où j'en étais, ajuster quelques petites choses quand il y avait besoin, mais globalement, j'ai été assez autonome sur ça. Mmh. Et effectivement, tu le disais à juste titre, c'est-à-dire que dès qu'on rend le livre, c'est pas fini le travail, il y a encore du travail derrière évidemment, et déjà il y a d'autres personnes qui nous attendent, donc être à l'heure, c'est important pour ne pas gêner toute la chaîne qui est derrière nous déjà. Mais ce que j'ai adoré, c'est, à la fois la relation avec l'éditrice, mais aussi avec la personne qui m'a relu et corrigé, qui a été vraiment géniale, parce que j'ai vraiment senti qu'elle s'était vraiment immergée dans le livre. Elle a fait vraiment plein de remarques, Ouais. hyper pertinentes pour ciseler le texte et cetera, et ça, je voulais vraiment souligner aussi le travail de ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui sont dans l'ombre, on soupçonne pas qu'elles sont là, derrière, les livres qu'on lit, et pourtant c'est elles aussi qui contribuent grandement à ce que le livre, il soit Mmh. digeste, il soit beau, que ça soit lisible, qu'on passe un message qui est clair. Et donc ça, j'ai adoré parce que du coup, c'était un peu une relation tripartite avec l'éditrice qui avait la vue d'ensemble, qui l'a relu évidemment dans son entièreté et Mmh. voilà, qui m'a fait des petites remarques à la marge. Mais la personne, vraiment la relectrice, c'est elle qui rentre, qui met les mains dans le cambouis, qui rentre vraiment dans le concret. Et ça, j'ai adoré parce que même en termes d'écriture, de réflexe d'écriture, ben, j'ai appris plein de choses au contact de cette personne. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et après, un peu la quatrième partie prenante là-dedans, c'était la personne évidemment qui allait plutôt s'occuper de la partie communication, etc. Et Mmh. là aussi, j'ai vraiment apprécié, bah déjà, voilà, qu'il soit preneur d'idées évidemment, mais que ça Ouais. soit une co-construction, qu'on puisse se positionner sur certains événements, que je puisse voilà, proposer aussi des choses. Je pensais pas du tout que j'allais dédicacer ce livre, quoi. Enfin, c'est pas non plus
c'est pas un best-seller non plus. Donc, je pensais pas du tout que ça serait possible. Et en fait, à chaque fois, hyper ouvert aussi sur la façon de promouvoir ce livre et que ça soit juste pour eux, évidemment pour la maison d'édition et que ça atteigne des objectifs de vente, puisque c'est quand même l'objectif. Et pour moi, que ça soit aussi un objectif atteint en termes de visibilité et que ça puisse me permettre d'atteindre aussi d'autres personnes. Donc, il y avait la relation avec l'éditrice et ça s'est fait de manière assez simple, mais il y avait aussi les autres personnes et je trouve que c'est important de rappeler qu'elles sont là parce qu'elles aussi, elles contribuent grandement à ce que le livre, il soit beau et on en soit fier à la fin. Oui, tout à fait. Et aussi d'ailleurs, là où le graphiste qui a travaillé sur ton projet parce que la couverture, elle est super sympa et l'intérieur aussi. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce que même au-delà de la graphiste, c'est une illustratrice qui a travaillé sur mon projet et pareil, on s'est pas vus quoi. Tout ça s'est fait un peu à distance, c'était un peu le post-Covid. Ouais. On se voyait pas trop, on faisait quand même pas mal de trucs à distance, en visio, etc. Et puis ça devient courant aussi de travailler à distance avec des auteurs-autrices et des éditeurs-éditrices. Mais elle a fait un travail de dingue pour se couler aussi dans ce que je voulais dire et l'interpréter graphiquement. Et ça, c'est pas forcément facile. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Donc, merci à elle aussi parce que le livre, il est beau, il est orange, il est empouvoirant aussi grâce à elle. Ouais, c'est vrai, il est hyper chouette. Graphiquement, il est vraiment chouette. Donc, c'est vrai qu'elle a fait un super boulot. Et c'est vrai que sur la non-fiction, souvent le lecteur s'en rend pas compte, mais il y a l'écriture qui est bien sûr ultra importante. Il faut que le fond soit intéressant. Il faut que ça soit écrit, qu'on a envie de le lire. Mais la forme est ultra importante aussi pour que il y ait des encadrés, qu'il y ait des titres, qu'il y ait des polices qui soient sympas et que pareil, le lecteur, il a envie de, ne serait-ce qu'en ouvrant le livre, se dire ah bah tiens, je vais aller lire, je trouve des infos rapides. Donc pour de la non-fiction, c'est ultra important. Et est-ce que toi, par rapport à ton écriture, que pour ce projet-là, ça t'a aidé à écrire? Est-ce que tu savais déjà un peu peut-être justement des chapitres qui étaient structurés d'une certaine manière avec des encadrés, des choses comme ça, comme tu parlais aussi d'exercices, de choses qu'on pouvait faire directement? Ou est-ce que tu as écrit et ensuite c'est plutôt à la fois l'illustratrice, la graphiste qui s'est adaptée à ce que tu avais fait? Je dirais les deux, mon capitaine. Ça, c'est bien quand ça marche ensemble. Ouais, c'était vraiment une co-construction, c'est-à-dire que quand j'ai proposé mes chapitres, ils avaient vraiment insisté sur le fait de mettre des outils, que ça soit actionnable, et donc toute la partie notamment fiche détachable. Et donc ça, j'ai été hyper libre de proposer des exercices vraiment qu'on pouvait gribouiller et faire sur le livre. Donc ça, j'ai proposé des choses en ce sens. Après, on m'a aussi proposé des mises en valeur et des mises en forme qui soulignaient certains aspects du texte. Donc je dirais que ça a été vraiment une co-construction, que ça a été dans les deux sens. Et je crois qu'à la fin, tout le monde était content à quoi ressemblait le livre parce que du coup, tout le monde y avait un peu mis ses ingrédients, quoi. Et c'est ça qui était intéressant. Ouais. Encore une question sur justement un peu ton écriture et tout le processus. On n'a pas trop parlé du lecteur. Quand tu as écrit, est-ce que tu avais en tête le lecteur, la lectrice, ou est-ce que tu t'es dit, ce qui peut aussi arriver, j'écris le livre que j'avais envie de lire et donc finalement le lecteur, la lectrice, ça devient toi et tu te bases sur toi, ce que tu aurais aimé trouver. Est-ce que tu avais en tête le lecteur final quand tu écrivais? Oui, c'est rigolo, je m'étais jamais posé cette question. J'ai pas écrit le livre que j'aurais aimé lire. Et je sais que beaucoup d'auteurs et d'autrices le disent, mais pour le coup, c'était pas mon cas. J'ai vraiment écrit un livre en pensant à des lecteurs et des lectrices, et notamment à des lectrices, et notamment en pensant à mes clientes. Toutes les femmes que j'accompagne en coaching depuis des années, je l'ai écrit surtout pour elles, et en pensant à elles, en fait, en imaginant certains profils, en repensant à certaines clientes, en repensant à certaines problématiques. Donc j'ai vraiment essayé de faire ça de manière actionnable et presque un peu la mise en bouche de ce que peut être un accompagnement, un coaching. C'était vraiment conçu comme ça, pour que ça rende la chose accessible et que ce message, justement, il soit porté aussi en dehors d'un accompagnement. Donc non, je n'ai pas écrit le livre que j'aurais aimé lire. En revanche, j'ai écrit le livre que j'espère mes clientes auraient eu envie de lire ou d'autres personnes qui s'identifient à toutes ces problématiques d'affirmation en soi, d'empowerment au travail, de trouver sa place, de s'incarner à sa juste valeur. Donc ouais, c'était surtout pour ces personnes-là que je l'ai écrit. Ok. En tout cas, en pensant à elle. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de l'interview. La suite, tu la trouveras dans l'épisode 4 hors série qui sort le 31 juillet. Abonne-toi pour être sûr de ne pas le rater. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela me fait très plaisir et surtout, ça aide le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi en parler à toutes les créatives autour de toi. Et si tu t'es lancé dans ton projet d'écriture, sache qu'en septembre, j'ouvre 2 places pour un audit éditorial. Pendant 1h30, on échange sur ton projet, tes points de blocage et tu repars avec un plan d'action pour aller jusqu'au bout et une lecture critique d'un extrait de ton texte. Si tu veux en savoir plus, écris-moi en message privé sur Instagram, storia.mimosa ou sur LinkedIn.
Mes références sont en note de l'épisode. Ciao la créative!